Eh oui, vous là, vous êtes encore une fois sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Oh, que j'ai vécu un beau retour au podcast après l'épisode précédent, le 114e de Top Pot. L'épisode de la semaine passée, le premier depuis mon retour de vacances, a été largement partagé et apprécié. Un gros merci à toute la communauté pour l'aide et l'accueil, évidemment. Des fois, au détour de ma veille sur les réseaux sociaux, je découvre des gens qui apprécient mon travail et qui le partagent. Ah, c'est toujours précieux, très précieux. Merci. Beaucoup de gens se sont aussi abonnés à bonstock.québec. www.bonstock.québec est un magazine en ligne sur le cannabis. Le lancement officiel, c'est dans quelques jours. Mais pour ne rien rater en attendant, vous pouvez vous abonner à l'infolettre Bonstock en vous rendant sur bonstock.québec. Et vous ne serez pas seul, hein? Il y a des membres connus de l'industrie et des simples consommateurs, comme moi et vous. Malheureusement, il y a une seule condition pour s'inscrire gratuitement. Il faut aimer le cannabis. OK, je me suis levé un jour, la semaine passée, et je me suis dit, mais que se passe-t-il dans le corps humain quand on arrête de consommer du cannabis? Oui, il y a un prix à payer quand on consomme. Je ne parle pas le prix du 3,5 grammes. Personnellement, j'ai appris que lorsque je consomme, je dois renoncer à quelque chose de très important pour moi. Je vous en reparle dans la conclusion. Mais alors, Luc, est-ce le temps donc de réinitialiser ton corps? Est-ce le temps non pas d'un reset, mais de ce que j'appelle affectueusement un freeset? Oui, est-ce que c'est le temps de faire une pause? Je me permets de partager ces réflexions parce qu'on est entre nous là. Hein? Si vous avez écouté un seul épisode de Top Pot, vous savez que je ne suis pas exactement contre le cannabis. Pas du tout, en fait. Est-ce une raison pour arrêter de se poser des questions? Bien sûr que non. Donc, je me suis dit, 1. Que se passe-t-il dans mon corps quand j'arrête de consommer? Il s'en passe des choses, je le sais. 2. Est-ce le temps de faire une pause comme j'en fais régulièrement depuis que j'ai commencé à consommer il y a près de 40 ans? Et 3. Est-ce que les récepteurs du SEC, du système endocannabinoïde, sont comme nettoyés par une abstinence suffisante? Mais très rapidement, je me suis trouvé une vraie excuse pour reporter ma pause. Mon excuse? C'est simple, c'est trivial et c'est douloureux. En descendant les marches du patio dans ma cour pour enterrer mon chat qui venait d'être euthanasié pour cause de leucémie, son nom c'était Eddie, avec un accent aigu, D-E-I. C'était une fille. Donc, en allant l'enterrer dans la cour, j'ai glissé dans l'escalier. J'avais la main sur le garde-personne, heureusement. Mais l'angle de mon bras était mauvais et mon épaule s'est disloquée. C'était une première. Et j'ai amorti ma chute dans la dislocation en arrachant tout au passage. Un choc vagal en plus, juste pour bien marquer l'occasion. Donc, après 2 ou 3 jours où mon épaule était comme littéralement un bloc de béton, j'ai regagné presque toute ma mobilité perdue, mais la douleur est énorme, surtout la nuit. Donc, je me suis dit que c'était une très bonne excuse, presque une bonne raison pour ne pas faire une pause maintenant. Je suis très bas répondeur aux molécules comme l'acétaminophène, d'un côté, alors que le cannabis de l'autre me relaxe. Alors, le choix était simple, ce n'est pas le bon moment pour faire une pause cannabis. Par contre, c'est le temps de la pause café. Juste une seconde. Hé, MJ! Ouais. OK, mon habituel, s'il te plaît. OK, de retour. Avant de reprendre le fil de mon raisonnement, j'aimerais simplement citer une évidence qui permet de relativiser, non pas mon questionnement, mais la dangerosité du cannabis, bien que je ne fasse jamais ça en général. Hein. La semaine passée, donc, une étude publiée par The Lancet, Lancet, ça s'écrit L-A-N-C-E-T, c'est la référence dans le genre. Donc, The Lancet a publié une recherche reprise par tous les grands médias mondiaux et même la presse. Et cette étude
conclu que 44,4% des décès par cancer dans le monde étaient attribuables à un risque de facteur connu, soit la consommation de tabac et d'alcool. Donc, je disais quoi? Ah oui, je parlais de la dislocation de mon épaule. Est-ce donc le temps d'un reset? Non. Mais si le cannabis est une substance anodine, pourquoi à chaque fois que je pense faire une pause, je pense tout d'abord, avant tout, aux effets de sevrage qui l'accompagnent? Hein? Pourquoi? Je suis ici toutes les semaines à vous parler de cannabis et je me cacherai le fait que je pourrais être dépendant car je redoute, sans les craindre, les effets d'un sevrage supposé du cannabis? Ben oui, si le pot n'est pas une drogue comme je le lis à tous les jours sur les réseaux sociaux, pourquoi vais-je vivre des effets physiques déplaisants? Si le pot est un médicament, est-ce que je soumets mon système endocannabinoïde, à un stress qui pourrait le rendre moins performant quand j'en aurai besoin? Je me suis dit que tout ça était intéressant, une piste intéressante, car ça me force à réfléchir à contre-courant. Je vous donne un autre exemple. Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, que c'est bon. Ah, un peu d'eau. Et ça y est. Donc, je me questionne aussi sur le fait que le CBD ne serait pas une drogue de performance. Mais tous les athlètes qui en consomment disent y trouver un avantage. Comment expliquer que le CBD puisse être un avantage s'il n'est pas une drogue? Et cela nous amène à discuter de la définition du mot psychotropique versus psychoactif. L'amplification versus la lubrification. Est-ce que psychoactif impliquerait seulement qu'une substance puisse traverser la barrière érigée entre le système sanguin et le cerveau, cette barrière qu'on appelle hémato-encéphalique? Est-ce qu'une substance psychotropique en est une qui affecte l'état mental de l'utilisateur? Mais regardez le problème, car si le CBD procure un mieux-être, est-ce que cela n'affecte pas mon état mental? Voyez le genre, Mais tous ces questionnements sont une saga pour une autre fois. On revient à la question du jour et pour amorcer ma réflexion, j'ai commencé par me poser la question incontournable. Que se passe-t-il quand on arrête le cannabis? Quels sont les effets de ce sevrage? Car je ne connais personne qui n'a pas vécu des effets réels occasionnés par l'arrêt de la consommation du cannabis. Si vous en connaissez, vous devez m'en informer. Et cela nous ramène à la grande question existentielle. Est-ce que le cannabis crée une dépendance? Car si le cannabis crée une dépendance, cela change beaucoup de choses dans le fond. Et pour répondre à cette question, on doit d'abord décrire ce qu'est une dépendance. Une dépendance s'installe parfois de manière sournoise, à l'insu de nos préoccupations immédiates, parfois de manière immédiate et douloureuse. Je pense ici, par exemple, à la dépendance amoureuse qui peut démarrer par un coup de foudre. Hollywood nous raconte cette histoire depuis l'invention du cinéma et le classique du genre est Liaison fatale de Adrian Lyne, Lyne, avec Glenn Close et Michael Douglas. On revient au monde des drogues où chaque humain réagit différemment. Je connais du monde qui s'effondre après un Zopiclon ou un verre de vin. J'en connais d'autres qui ne perdent jamais le nord, même s'ils ont une pharmacie au complet derrière la cravate. On peut donc être dépendant affectivement, dépendant au tramadol, dépendant au café, au tabac, à l'alcool, au travail, au sucre. La dépendance a le dos large. Certains iront jusqu'à dire que le Québec vit une dépendance par rapport au Canada. Mais ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Si on s'en tient au problème de substance, on dit généralement que la dépendance transforme la consommation occasionnelle en usage, puis en abus. La dépendance, aussi appelée addiction, finit par contrôler la vie de l'usager en imposant un fil ininterrompu de pensée relié à la consommation. Pour lancer notre conversation à distance, je vais prendre le café comme exemple, car il est moins stigmatisé que la consommation du cannabis et que l'introspection volontaire est réellement facile, tellement le café est une drogue banalisée. Tout le monde boit du café, ou presque. Moi, j'ai commencé à boire du café à 35-40 ans seulement, quand je suis devenu enseignant et que les étudiants m'invitaient à la pause à aller boire un café avec eux.
Certains philosophes ont dit qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation sans café comme drogue de grande consommation. Et pourquoi j'utilise le mot drogue quand je parle de café? Si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez jamais tenté d'arrêter d'en boire du café. Et si vous avez déjà tenté de stopper de boire du café, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Le café peut provoquer de l'insomnie, de l'hypertension, il peut aussi déshydrater et donner des maux de tête. Ça, c'est pendant la consommation. Comme le THC qui est présent dans plus d'une plante, on retrouve de la caféine dans une soixantaine de plantes, dont le café et le cacao sont les plus connus. Je ne reviendrai pas, non, je ne reviendrai pas sur le mécanisme qui fait passer la caféine de l'estomac à la circulation sanguine pour ensuite stimuler le système nerveux central. Certaines personnes peuvent boire du café avant de se coucher sans problème. D'autres doivent limiter leur consommation en nombre de cafés par semaine, car le café leur donne des brûlements d'estomac, par exemple. Il y a d'autres conditions. Voici d'ailleurs ce que je disais dans l'épisode 5, consacré au café et au cannabis. Je vous pose une question personnelle. Pour bien dormir le soir, vous devez limiter votre consommation à combien de tasses de café par jour? J'en entends là dans le fond du café 2, 3, 4, 5, Luc. Ça dépend pour chacun. Ça dépend de quoi? Cela dépend entre autres de votre système nerveux central et de ce qui s'appelle la loi de l'effet. La loi de l'effet est un concept très simple, mais très puissant, qui s'articule en 3 temps. Et ça s'applique à toutes les drogues. 1. Chaque être humain est une usine différente de celle de son voisin ou même de son frère ou de sa sœur jumelle. On peut être haut répondeur à telle ou telle molécule et des faibles répondeurs à telle ou telle autre molécule. Moi, je suis donc haut répondeur au café et bas répondeur, très très bas répondeur, à l'acétaminophène. 2. La substance consommée n'est jamais la même dans le cas des drogues récréatives, ce qui n'est pas vrai pour les comprimés d'acétaminophène que j'achète à la pharmacie. C'est le Graal des fabricants de nanoémulsions, que la dose soit toujours la même avec le même effet. Le 3e et dernier élément de la loi de l'effet, c'est le contexte. Boire du champagne quand on est triste ne provoque pas les mêmes effets qu'après avoir gagné la Coupe Stanley. Voici donc ce que je disais en gros dans l'épisode 5 à propos du café. Faut aussi que je vous raconte l'histoire de Floyd Landis. Landis est un producteur de CBD aux États-Unis. Mais avant ça, c'était un coureur cycliste, toujours dans la drogue. Le champion Lance Armstrong l'avait repéré, parce que c'est un Américain, entre autres, et surtout, il avait un gros moteur. Il voulait l'avoir comme équipier. Alors Armstrong donne rendez-vous à Landis dans un café à Gérone, en Espagne. Quand Armstrong arrive, Landis est déjà assis à la terrasse et il boit un cappuccino. Il en offre un à Armstrong, et un deuxième, et un troisième. Finalement, Armstrong lui demande « Hey, gars, ça fait combien que tu bois? » 28, répond Landis. 28 cappuccinos, juste pour commencer la journée. Je vous raconte cette histoire pour illustrer plusieurs éléments différents. Les éléments de ce que la science appelle donc la loi de l'effet. Landis est l'exemple parfait du problème d'accoutumance où la dose doit être augmentée sans cesse pour maintenir le niveau et la qualité de l'effet. C'est bon pour le café, mais c'est aussi bon pour les amphétamines, par exemple, la drogue des ploucs en cyclisme. OK, Luc, mais c'est quoi les symptômes génériques de la dépendance? Je vous entends, ça tombe bien, je les ai recensés. Voici donc les symptômes génériques de la dépendance. Tremblement, transpiration excessive, irritabilité, concentration difficile, troubles du transit, sommeil troublé, anxiété, attaque de panique, maux de tête, vertige, douleur physique, fatigue, hallucination. J'ai terminé la liste. Ça ressemble aux symptômes du sevrage du café, sauf pour les hallucinations. Pouvant survenir 12 heures après la dernière ingestion, ces symptômes vont durer entre 2 et 10 jours selon les individus et les habitudes de consommation. La recherche Caffeine Withdrawal, publiée en avril 2022, résume bien la situation. Et là, je vous cite ça plus ou moins texto. La caféine est un stimulant du système nerveux central, le CNC, et l'une des drogues les plus utilisées au monde. La caféine est légale, pas chère et non réglementée dans presque toutes les régions du monde. De multiples études ont démontré que le syndrome de sevrage à la caféine est une entité cliniquement pertinente
et qu'il est inclus dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5. Les médecins travaillant dans les services d'urgence et à l'hôpital doivent connaître ce syndrome lorsqu'ils rencontrent des patients présentant des symptômes pertinents, car il se superpose à des symptômes tels que l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et l'insomnie. Ils peuvent également être à l'origine de signes vitaux anormaux, comme la tachycardie, l'augmentation de la fréquence respiratoire et une pression artérielle baisse ou élevée. Et à ce titre, ils peuvent présenter un défi diagnostique et ou être à l'origine d'un bilan inutile aux urgences. Fin de la citation. Maintenant qu'on est ensemble en terrain connu grâce au café, pour comprendre la base du concept de dépendance, on peut regarder comment la dépendance et le sevrage du cannabis opèrent. On est rendu là. Bravo si vous êtes encore avec moi. Alors, quels sont les signes de la dépendance au cannabis avant de voir les symptômes du sevrage? Est-ce que tu passes tes journées à penser à ta consommation, à tes achats de produits? Oui, ça commence mal. Quand la vie quotidienne est centrée autour de la consommation, il y a une perte évidente de qualité de vie et d'autonomie, qu'il s'agisse d'héroïne ou de cannabis. La France a déjà eu un immense ministre de la Culture qui était un consommateur fonctionnel d'opium. Alors oui, on peut consommer des substances tout en étant fonctionnel. Mais un consommateur peut être fonctionnel et en état de dépendance face au cannabis ou à l'héroïne. C'est important de le comprendre et de le savoir. La traîtrise des substances provient donc de leur accaparement progressif mais sournois de l'espace mental. Ça se passe dans la tête avant de se passer dans le corps. Il y a plein de gens, la majorité peut-être, qui ne développeront jamais de problèmes d'accoutumance lourds au cannabis. Par contre, c'est officiel, le cannabis fait maintenant partie du fameux DSM-5, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Alors, la plus récente version du DSM-5 combine les diagnostics d'abus et de dépendance à un nouveau et unique trouble d'utilisation d'une substance. Dans les critères diagnostiques du trouble d'utilisation du cannabis, ça apparaît tel quel dans le DSM-5, une utilisation problématique du cannabis est révélée par l'apparition d'un minimum de 2 des 11 critères suivants sur une période de 12 mois. Le DSM-5 propose des niveaux de sévérité. La présence de 2 ou 3 symptômes indique une sévérité légère. 4 à 5 symptômes, une sévérité modérée. 6 symptômes et plus, on tombe dans la sévérité sévère. Attention! Voici donc ces critères du DSM-5 pour reconnaître une consommation de cannabis qui relève de la dépendance, en fonction du nombre de critères dans les 12 derniers mois que vous pouvez identifier. 1. Augmenter la consommation en quantité et en fréquence. 2. Tenter de diminuer ou de contrôler la consommation de cannabis. 3. Consacrer de plus en plus de temps à l'obtention et à la consommation. À cause de la SQDC, c'est de plus en plus facile. Désolé. 4. Penser à sa consommation de plus en plus fréquemment. 5. Manquer à ses obligations pour consommer ou à cause de sa consommation. 6. Ne pas stopper sa consommation pour rectifier l'apparition de problèmes causés par notre consommation. 7. Réduire ses activités sociales et autres pour consommer. 8. Consommer à des moments de risque physique. 9. Consommer en dépit d'être conscient des problèmes causés par le cannabis. 10. Tolérer de plus en plus le cannabis. Et 11. Vivre un sevrage sévère ou consommer pour éviter le sevrage. En complément, le DSM-5 propose des critères et des symptômes nouveaux pour le sevrage du cannabis. Critère 1, il faut arrêter de consommer après une utilisation quotidienne sur plusieurs mois. Critère 2, il faut, après une semaine sans consommation, oui, juste 7 petits jours, faire l'expérience de 3 ou plus des états suivants. 1. Irritabilité, agressivité ou colère. 2. Nervosité ou anxiété. 3. Troubles du sommeil. 4. Diminution de l'appétit ou perte de poids. 5. Agitation. 6. Humeur dépressive. 7. Une gêne physique réelle causée par l'un des facteurs suivants. Douleur abdominale, on pense à l'hyperémèse, tremblement, sueur, frisson, fièvre ou maux de tête.
Le DSM-5 propose ensuite un critère sur les effets du sevrage que nous venons de voir. Si le sevrage crée globalement de la détresse ou une modification des comportements sociaux et professionnels, il y a un problème. Merci, DSM-5. Le DSM-5 propose également de vérifier que les signes, les symptômes que nous venons de détailler ensemble ne sont pas causés par une condition médicale ou mentale différente. C'est gentil. Merci. Finalement, le DSM-5 nous informe que la majorité des symptômes apparaissent rapidement, soit entre 1 et 3 jours après l'arrêt de la consommation. Les symptômes culminent dans la première semaine, mais peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Les troubles de sommeil, ça peut prendre un mois. Ne reculant devant aucun sacrifice, j'ai regardé sur YouTube des tonnes de vidéos où l'on explique les difficultés pour stopper l'usage du cannabis. Tous reprennent des symptômes que je vous ai déjà présentés. Beaucoup de ces vidéos m'ont aussi parlé de Dieu, qui était là pour m'épauler dans mes choix d'abstinence. Je remercie aussi donc tous ces dieux-là. Ce que je retiens de ces vidéos, c'est que potentiellement, il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes de consommation et de grosses difficultés pour stopper. Les témoignages que j'ai vus sur les difficultés pour arrêter étaient parfois très émouvants. Il est important de dire aussi que le DSM-5 ne fait pas l'unanimité, pas du tout. On accuse ses auteurs de vouloir transformer en besoin de soins des états humains normaux. Tous les états que nous avons vus précédemment peuvent exister chez une personne en bonne santé physique et mentale. Tous les symptômes peut-être sans les hallucinations. Alors la question qui s'est ensuite imposée à mon esprit est la suivante. Quel est le pourcentage de la population qui pourrait ou qui va développer des problèmes de consommation de cannabis? Il y a peu de chiffres. J'ai trouvé une recherche publiée en 2015 par le National Institute on Drug Abuse, le NIDA, qui affirmait alors que 30% des consommateurs de cannabis allaient développer un problème d'utilisation. La recherche conclut que l'augmentation de la prévalence des troubles liés à la consommation de marijuana, ce sont les mots qu'ils utilisent, marijuana, est due à une augmentation de la prévalence des consommateurs dans la population adulte américaine et non pas à une augmentation du risque. Donc, selon cette étude, un consommateur de cannabis sur 3 va développer des problèmes de consommation. Si on accepte ce pourcentage, cela veut dire que 70% des consommateurs n'auront jamais de problème de dépendance au cannabis. C'est une très bonne nouvelle, je crois, même si je ne crois pas trop au chiffre de 30%. Si vous êtes un chercheur ou que vous connaissez des chercheurs qui ont des chiffres pour le Québec ou le Canada, faites-moi signe. Il est clair que je préférerais faire parler un spécialiste. Alors, si vous êtes un spécialiste et que je dis des bêtises, vous avez l'obligation morale de m'appeler pour me corriger. Luc Prévost, 450-552-3505. J'ai été chanceux de découvrir, presque par hasard, une autre étude qui date de 2007, une étude dans laquelle le NIDA affirmait que seulement 9% des consommateurs allaient développer un problème de consommation du cannabis. En quelques années, de 2007 à 2015, le profil des consommateurs à risque serait donc passé de 9 à 30%. Je n'ai pas d'explication. J'ai bien une ovni, une opinion vulgaire non informée sur le sujet, mais elle est trop ridicule pour que je la partage. Alors, sait-on pourquoi certaines personnes vont devenir dépendantes et d'autres pas? Moi, je ne sais pas, et je n'ai pas trouvé d'explication scientifique récente assez substantielle pour les partager. Par contre, je peux vous parler du Rat Park. C'est le nom d'une expérience du chercheur Bruce Alexander, qui date déjà des années 70. À l'époque, on savait déjà que des rats isolés seuls dans une cage avec 2 bouteilles de liquide, une remplie d'eau pure et l'autre remplie d'eau coupée avec de la cocaïne ou de l'héroïne, eh bien ces rats allaient boire de l'eau coupée avec de la drogue jusqu'à en mourir, jusqu'à l'overdose mortelle. Le chercheur Alexander a osé penser à l'extérieur de la cage, si je peux me permettre. Le chercheur a osé se demander s'il s'agissait d'un problème de rats ou d'environnement. Quand une équipe gagne, c'est toujours l'équipe complète qui gagne. Quand un athlète est drogué, il s'est toujours drogué tout seul. Son expérience était simple à réaliser. Il a repris les 2 mêmes bouteilles, une remplie d'eau pure, l'autre remplie de drogue, cocaïne et héroïne, mais il les a placées, disposées, dans un parc à rats, comme un skatepark, où les rats pouvaient jouer, socialiser, baiser, s'embrasser, se raconter des blagues, peu importe.
Le résultat final? Troublant. Les habitants du parc à rats préféraient l'eau plate. Les rats qui prenaient de la drogue, il y en avait quand même, dans la deuxième bouteille, bien, ces rats-là le faisaient par intermittence, sans compulsion et sans surdose, juste pour s'amuser, d'une façon récréative, sous contrôle. Évidemment, je connaissais l'existence de cette étude depuis des années. Mais c'est là aussi la première fois que je lisais dans ma recherche pour l'épisode que d'autres chercheurs ont tenté de reproduire l'expérience d'Alexander sans succès. Cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, cela veut dire qu'il y a des doutes ou que la personne qui a tenté de la reproduire n'était pas de niveau. Mais il faut le garder dans notre disque dur mental. L'augmentation supposée des niveaux THC depuis le début des années 70 est aussi souvent avancée comme raison des problèmes d'accoutumance. J'avoue ne pas trop y croire et je ne vous demande pas de me croire. Évidemment. On sait cependant que les enfants de parents alcooliques peuvent avoir une prédisposition génétique pour l'alcool. Une étude de 2020 soutient que l'usage problématique du cannabis pourrait avoir une composante génétique similaire. Intéressant, non? Du coup, il serait possible de faire une distinction entre la responsabilité génétique dans l'usage inapproprié du cannabis versus le trouble de l'usage du cannabis, qui serait la responsabilité de l'individu. Il est évident que les enfants de parents alcooliques ont des tonnes d'autres bonnes raisons pour vivre un dérèglement de leur pilote automatique dans la vie. Tout comme l'obésité est un phénomène contagieux, une enfance pas normale a de fortes chances de venir nous embêter au détour de nos consommations et autres excès. Après tout, la santé mentale est aussi importante que la santé physique pour évoluer sereinement dans son environnement. Je ne ferai pas le tour des traitements disponibles pour les gens qui voudraient arrêter de consommer du cannabis. J'ai envie de dire, faites vos recherches et consultez. Mais surtout, consultez. Il y a des gens spécialisés, si vous tentez d'en savoir plus sur vos problématiques personnelles. Mais en gros, j'ai trouvé 3 grands types de thérapie. 1. La thérapie cognitivo-comportementale. 2. La gestion des imprévus par la récompense. Et 3. La thérapie d'amélioration par la motivation. Vous n'êtes pas intéressé par une thérapie? Ça ne vous amuse pas? Eh bien, je vous propose aussi 3 solutions de type volontariste. 1. Vous devez ou vous pouvez changer d'environnement social. 2. Vous pouvez vous concentrer sur vos raisons spécifiques pour arrêter de consommer. Et 3. Vous pouvez trouver de nouveaux passe-temps. Je ne dis pas ça sur un air flippant. On peut résoudre soi-même ses problèmes, je ne dirais pas facilement, mais en s'y attelant. J'imagine que votre médecin pourrait aussi vous prescrire un assommoir chimique pour vous calmer le pompon pendant que vous tentez de décrocher de votre dépendance. Le problème de cette solution est que vous risquez de devenir accro à une substance encore plus dangereuse que le cannabis. Est-ce vraiment raisonnable? Je ne crois pas. On a vu ce que le corps peut subir comme stress ou symptômes quand on arrête de consommer du cannabis. Mais que se passe-t-il au niveau du SEC, du système endocannabinoïde? Ça tombe bien, il y a une recherche de 2012, ce n'est pas la seule évidemment, qui a trouvé ceci, et là je la cite texto. La consommation chronique de cannabis peut entraîner une dépendance. Des études sur les rongeurs montrent une régulation réversible à la baisse des récepteurs cannabinoïdes CB1, du cerveau donc, après une exposition chronique au cannabis. Cependant, on ne sait pas si cette régulation se produit chez les humains qui fument du cannabis de façon chronique. Fin de la citation. Cette recherche a donc démontré qu'après 4 semaines d'abstinence, la densité des récepteurs CB1 est revenue à la normale. Vue négativement ou dans une perspective du contrôle des méfaits du cannabis, comme dirait le législateur québécois, la régulation négative des récepteurs cannabinoïdes CB1 corticaux en tant que neuroadaptation pourrait favoriser la dépendance au cannabis dans le cerveau humain. Autrement dit, trop consommer pourrait stresser le système endocannabinoïde et créer une dépendance. On sait aussi que le cannabis, pour l'humain, peut être soit gratifiant, soit aversif. C'est le propre de l'homéostasie du cannabis de provoquer ces réactions inverses. Je connais plein de gens qui doivent arrêter de consommer dans la soixantaine car les effets négatifs du cannabis sont devenus exorbitants en comparaison des plaisirs obtenus.
Et là, on retrouve la réponse à la question posée dans cet épisode. Que se passe-t-il quand on arrête le cannabis? Et la réponse est triviale. Eh bien, cela peut varier d'un individu à l'autre, car l'expression des récepteurs CB1 et CB2 diffère dans le cerveau de sujets différents. C'est comme pour le café ou le Ritalin. Alors, que se passe-t-il quand on arrête le cannabis? J'ai lu une belle histoire dans un article, et je vous la raconte, synthétisée. Une fois, c'est l'histoire d'un gars qui trouve que sa consommation d'alcool devient problématique. OK. Il arrête de boire et il commence à fumer du cannabis. Le gars réalise qu'il devient super bon pour ses enfants quand il a un peu consommé avant de mettre sa casquette de papa. Tout est devenu plus facile, même transporter ses enfants au soccer, dans la dose minimale, respectueuse des lois de la conduite automobile au Québec. Et que se passe-t-il pour ce papa quand il doit faire toutes ses tâches à jeun? Eh bien, il dit que s'occuper de ses enfants devient plus lourd et pas drôle. Il n'existe aucune drogue, donc sans effet négatif, aucune. On sait, par exemple, que le syndrome de la bouche sèche est un effet secondaire connu qui serait dû à l'activation des récepteurs CB1 par le THC, tandis que simultanément, le CBD s'y oppose avec une puissance similaire. C'est comme prendre un sirop expectorant et un sirop pour ne pas morver. L'effet est dramatique. Ne tentez pas l'expérience à la maison. Donc, la bouche sèche est un effet secondaire qui se remarque facilement. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'autre effet secondaire plus discret. Si notre sec existe pour réguler le corps par homéostasie, on peut penser que chaque bouffée de fumée ou chaque mangeable de cannabis ingurgité vient noyer notre sec, notre système endocannabinoïde, dans un déluge supplémentaire de molécules exogènes qui ne proviennent donc pas naturellement de notre corps. Elles peuvent être similaires, mais elles sont exogènes. Elles arrivent de l'extérieur. Là, j'ai une comparaison qui me vient à l'esprit. Je prends le sang comme exemple. Chaque humain a une quantité X dans son corps de sang, reliée à la taille, le volume, etc. Je connais des gens qui vont en Suisse pour faire changer leur sang. Ça permet, par exemple, d'éviter de faire une longue cure de désintoxication de cocaïne. Les Rolling Stones faisaient ça. Mais je ne connais personne qui va tenter d'augmenter le volume total de son sang. C'est dangereux, très dangereux. Je ne parle pas d'augmenter son taux d'hémacrite ou d'hématocrite. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure, juste une seconde. Hey, MJ, merci pour tout, hein? Le café était super. On se reparle, salut. OK, on se ramasse. Que se passe-t-il quand on arrête le cannabis? Eh bien, la majorité des gens semblent sortir d'un état qui ressemble à une intoxication. Du latin classique toxicum, poison, comme dans le mot toxine. Je ne suis pas sûr que le mot intoxication, donc, soit le bon. Mon dictionnaire me dit qu'une intoxication est l'effet nocif d'une substance toxique sur l'organisme, ainsi que l'ensemble des troubles qui en résultent. Le corps humain ne fabrique pas d'alcool, en tout cas pas que je sache. Voilà la différence. L'humain a un sec, pas une distillerie. Mais même s'il n'y a pas d'intoxication, on peut parler d'un surplus de substances. Et il est clair que la plupart des humains qui cessent de consommer vont vivre un sevrage du cannabis et des problèmes bio-psychosociaux, à modulation variée et diverse. Le prix à payer, donc, va différer pour chaque individu. En début d'épisode, je vous ai dit que, personnellement, je paye un prix pour ma consommation de cannabis. J'ai donc appris que je dois renoncer à me rappeler de mes rêves. C'est plate, c'est plus que plate pour toutes sortes de raisons qu'on pourra évoquer dans d'autres épisodes. C'est un prix qui peut paraître ridicule. Mais les rêves ont une fonction. On ne peut pas prétendre que le sec est extraordinaire et mettre de côté les rêves qui sont nés de notre évolution. Est-ce que le rêve est une fonction moins importante dans l'histoire de l'humanité que la découverte du cannabis et du système endocannabinoïde? Je ne sais pas, mais j'en rêve très souvent, mais juste quand je suis éveillé. Et voilà, c'était le 115e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Ah oui. N'oubliez pas, bonstock.québec, www.bonstock.québec. Abonnez-vous à l'infolettre. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.